bienvenue encore une fois dans ce nouveau webinaire de l'OSIM. En fait, c'est la nouvelle version des rendez-vous de l'OSIM. Je tiens tout d'abord, au nom de l'OSIM, à remercier tous les participants. C'est pour eux que nous faisons les efforts d'organiser ces webinaires. L'OSIM, avant le coronavirus, c'était les rendez-vous de l'OSIM. Après le coronavirus, en tout cas pendant la crise du coronavirus, on a transformé la formule et du coup, la formule qui marche le mieux, et vous allez le constater avec le nombre de participants ce soir, c'est cette nouvelle formule digitale, 100% digitale, qui est les webinaires de l'OSIM. Et donc, pour ce webinaire spécial transformation digitale et Covid, nous avons le plaisir d'avoir avec nous d'abord la participation du cabinet de conseil McKinsey, qui a mis à notre disposition 3 experts, je vais dire, internationaux, mondiaux, parce que le webinaire de ce soir est un webinaire exceptionnel où nous avons la participation de Christian Schubert de Dubaï, de Shweta Junija, d'habitude d'Afrique du Sud, mais qui ce soir nous a rejoint de Nairobi. Nous avons avec nous Yassine Sikhat, partenaire du bureau McKinsey Casablanca, et nous avons surtout un grand témoignage, de Portnet. Portnet qui est un acteur, on le connaît, un acteur de la chaîne logistique marocaine, mais qui surtout commence à être reconnu en tant que vrai acteur de la transformation digitale du royaume. Donc au nom de l'OSIM et au nom de tous les participants de ce webinaire, je remercie l'ensemble des intervenants de ce soir. Je rappelle que l'OSIM, c'est des webinaires, mais c'est aussi des livres blancs. D'ailleurs, lors du dernier trimestre 2019, donc avant le Covid, l'OSIM avait publié un livre blanc spécial transformation digitale au Maroc. Et donc, on se retrouve encore aujourd'hui sur la même thématique, mais contextualisée cette fois-ci à la crise que nous vivons tous ensemble de partout dans le monde, ce qui explique la richesse des nationalités que nous avons ce soir. Alors, I will have just few words to present Shweta Junija from South African office of McKinsey, and Christian. Shweta, you are the VP Digital also. Christian Schubert from the office of Dubai. We are very happy, very glad to have you today with us. If we have one word to say, that the crisis we are living is a world crisis. There's no more nationalities, no more, I would say, countries. We all have to struggle against this virus. En fait, vous m'excuserez, je switch de temps en temps français-anglais, mais vous comprendrez la situation. Mais quand on parle de transformation digitale et de Covid, il y a eu un petit sondage, en fait, c'est une petite boutade qui a circulé sur les réseaux sociaux où on demandait aux participants de dire si la transformation digitale, c'était le CEO qui menait, ou bien c'était le CDO, CIO, ou bien c'était finalement le coronavirus qui mène la danse. Et donc, est-ce que finalement la transformation digitale, c'est pas finalement le coronavirus qui a fini par la faire? Et pour sortir un peu du côté storytelling, ou blague, en me reposant la question de qu'est-ce que finalement la transformation digitale, et puis pourquoi on a attendu qu'il y ait un virus qui fasse la transformation, en fait, on va dire. Je suis revenu à un livre, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est comme ça, c'est mieux. Leading Digital, c'est un livre qui présente la chose de façon assez analytique et qui montre que finalement la transformation digitale, c'est quoi? C'est de l'utilisation de la technologie pour transformer le business. Et dans cette utilisation de la technologie, il y a l'utilisation de la technologie pour le consommateur, l'utilisation de la technologie pour les process et les collaborateurs, et puis en fin de compte l'utilisation de la technologie pour le business model. Et si avant le coronavirus,
ce qu'on avait surtout testé, ou ce qui était surtout mis à grande contribution, c'était la user experience et donc le digital pour le consommateur. Quand le coronavirus est arrivé, le premier challenge, c'était que, OK, il y a le consommateur, mais il n'y a pas que le consommateur, il y a aussi les process, il y a aussi l'activité tout entière qui doit être faite de façon digitale. C'est ce qui a expliqué que pendant les premiers jours, on s'est vraiment posé la question, est-ce que l'activité de nos organisations peut survivre? Parce que c'est devenu une histoire de survie. Et du coup, la question qui se pose, et que je vais d'abord commencer par poser à Yacine Skat, Yacine, est-ce que finalement, coronavirus et transformation digitale, est-ce que c'est un bon binôme? C'est une question difficile parce que c'est vrai que il ne faut pas oublier que la crise qu'on vit est malheureusement est d'abord et avant tout une crise difficile. Parce que c'est une crise sanitaire dure qui s'accompagne de vraies pertes de vie. C'est une crise aussi économique dont les impacts vont être majeurs. Je pense peut-être qu'on ne le réalise pas encore, mais ils vont être vraiment majeurs ces les prochaines années. Maintenant, et même si le mot peut être déplacé ou mal choisi, est-ce qu'on peut dire que c'est une opportunité? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise s'est accompagnée d'une véritable accélération. Et ça, je pense, c'est indéniable. Une sollicitation probablement sans précédent des CIO, des CDO, une vraie explosion de l'usage. Et que donc, c'est vrai qu'on le veuille ou non, le mot est triste de dire opportunité, mais le moment que l'on vit est un moment qui, quand même, est assez historique pour le digital, qui le consacre, qui montre sa valeur utilité. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va probablement aussi beaucoup transformer demain parce qu'il introduit de nouveaux habitudes qui, on pense, certains vont être pérennes. Certains vont persister après la crise. Et donc, on arrive à faire, c'est vrai, des choses en quelques jours ou quelques semaines. Je vous donnerai quelques exemples qu'on mettait peut-être 6 mois, un an à rester dans le passé. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelques opportunités ou quelques accélérations. Maintenant, dans un contexte, c'est vrai, assez difficile de crise sanitaire et économique. Alors, pour challenger la vision de McKinsey, moi, on s'est mis d'accord tous ensemble d'avoir un témoin qui va présenter d'abord les choses telles qu'il les voit, et puis surtout, une fois que vous, experts de McKinsey, auriez présenté la vision, la stratégie de transformation digitale Covid, c'est le premier témoin qui va nous donner justement son retour. Et je ne pensais pas qu'on puisse avoir meilleur témoin aujourd'hui que Jalal Ben Hayoun, DG de Portnet. Je l'ai dit en introduction, mais je le répète, on le voit, on le constate tous les jours. Portnet est un fédérateur d'écosystèmes autour d'abord de processus logistiques, mais dans lesquels la technologie a trouvé une très bonne place. Jalal, c'est à toi. Merci beaucoup, cher Salah. Bonjour tout le monde. Euh, Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, je suis en train de charger la présentation, mais en effet, aujourd'hui, nous, on est une société anonyme comme les autres, mais qui, en même temps, qui n'est pas comme les autres, puisqu'on sert un écosystème très particulier, un écosystème qui s'avère aujourd'hui très, très, très névralgique pour le pays, l'écosystème logistique du commerce international du pays. Et voilà, c'est une expérience qu'on a commencé, ça fait quelques années déjà, depuis l'année 2014, effectivement, et voilà, qui a permis de digitaliser l'ensemble de cet écosystème. Et heureusement, on l'a fait. Donc, juste pour les gens qui ne connaissent qui ne connaissent pas vraiment réellement Portnet, Portnet est un outil du gouvernement marocain qui vise à contribuer à la mise en œuvre de plusieurs stratégies du gouvernement, telles que l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accélération des échanges commerciaux du pays, l'accélération industrielle, la compétitivité logistique, la généralisation de l'innovation dans les services e-gov. En gros, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui se trouve à l'intersection de plusieurs stratégies et plans du gouvernement marocain et de départements.
et qui met au centre les opérateurs économiques qui opèrent dans l'import-export. Aujourd'hui, notre vision est de devenir la référence dans l'intégration de la supply chain et la stimulation du commerce international inclusif, bien entendu, en alignement avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et c'est vers ça qu'on travaille. Et notre mission est d'accélérer à travers des leviers très intéressants euh, la compétitivité du commerce extérieur et de la logistique marocaine. Et ces leviers sont bien entendu, avant tout, c'est d'innover. En deuxième lieu, d'utiliser les nouvelles technologies dans la mesure du possible. Et puis le levier le plus important, euh, avec lequel on use tous les jours, c'est l'intelligence communautaire. Donc on mobilise l'intelligence communautaire de notre communauté, puisqu'on est une entreprise qui n'a aucune raison d'être si on enlève la communauté qui sert à une communauté diverse, variée, une communauté qui a plusieurs facettes, une facette logistique, une facette commerce international, une facette régalienne, une facette bancaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut voir un peu, décrire Portnet, l'écosystème de Portnet en quelques chiffres, aujourd'hui, on sert un écosystème qui dépasse les 50 000 usagers, principalement composé d'entreprises qui importent et qui exportent. Donc, en gros, c'est plus de 40 500 entreprises qui opèrent dans tous les secteurs au Maroc. Euh, et puis tout l'écosystème de fournisseurs de services publics ou privés qui servent ces entreprises-là, qui font du commerce et qui commercent en important, en exportant. Donc toutes les banques sont connectées aussi à cette plateforme et jusqu'à aujourd'hui, on a publié plus de 120 services en ligne digitaux qui sont relatifs soit à des procédures régaliennes, c'est des procédures administratives, ou des procédures, des process euh, auxquels recourent les entreprises quand ils font de l'import et l'export. Et c'est ça ce qui est intéressant dans le modèle marocain, c'est qu'on ne fait pas la différence. Notre modèle de guichet unique, on ne fait pas de différence entre tout ce qui est régalien et non régalien. On s'intéresse au service de l'entreprise qui fait de la supply chain pour importer ou pour exporter. Avec cette crise sanitaire sans précédent, donc nous, on a été très, très, très chanceux puisque nous avions fait, heureusement, des choix stratégiques qui nous ont bien facilité la tâche aujourd'hui. On a commencé de zéro à partir de l'année 2014. Donc, on avait des choix difficiles à faire et on a fait les bons choix. Le premier choix, c'était, par la force des choses, de déconnecter des lieux de travail. Donc, on est une entreprise qui est en télétravail by design. On travaille tout le temps chez nos clients avec des chefs de projet, des équipes qui travaillent à distance. Donc, on n'a aucune connexion physique ou contrainte physique d'être dans un bureau. Et on a fait le design de notre infrastructure ainsi. C'est-à-dire, on a mis en place tous les services qui doivent être mis. On a investi sur une infrastructure qui peut être accessible de partout, même si on est un international, on participe à des séminaires, dans des workshops. Donc, on peut accéder à l'ensemble de nos services à distance et notre communauté peut être servie à distance. Du coup, dès le premier jour du confinement, on a pris la décision le 16 mars de basculer tous nos services en télétravail sans exception et inclut le centre de relations clients aujourd'hui qui travaille euh, à distance sans aucun problème. Donc, le deuxième levier stratégique sur lequel on s'est basé, c'est de disposer du premier jour d'une capacité décisionnelle et analytique renforcée. Pour nous, bien entendu, pour qu'on puisse être compétitif par rapport à notre communauté et fournir les meilleurs services avec les meilleurs coûts, mais surtout par rapport à notre écosystème, puisque aujourd'hui, au niveau de l'écosystème du commerce international et de la logistique en particulier, uniquement 10% des opérateurs de services dans la logistique et du commerce international jugent leur capacité analytique suffisante. Donc, ce qui fait qu'il y avait un grand flou par rapport à la mesure de tout ce qui se passe au niveau de la logistique et du commerce international. Et ça nous a servi. Aujourd'hui, le gouvernement marocain, à travers le ministère du Commerce et d'Industrie, à travers d'autres acteurs, donc puise sur les données de Portnet justement pour anticiper les importations nécessaires par rapport à des biens qui sont vraiment névralgiques par rapport du côté social, comme les marchandises d'usage très important pour les populations, les médicaments, les biens de première nécessité, ainsi de suite.
Et on a cette capacité d'anticipation grâce à la traçabilité qu'on offre à l'écosystème. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, d'avoir avec un niveau de détail, un niveau de précision très important, ce qui va rentrer dans le pays d'ici un an, donc grâce aux engagements d'importation qui sont digitalisés dans l'écosystème. Donc, on a investi aussi sur une plateforme communautaire décisionnelle pour notre usage interne, mais surtout pour l'usage de la communauté, et qui va permettre à chaque acteur de la communauté de disposer des tableaux de bord, des outils de décision nécessaires pour lui pour prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, c'est dans son début, mais en train de s'améliorer au fil de l'eau. Puis, d'autres process en interne tels que de la comptabilité analytique ABC et aussi de la gestion budgétaire ABB. Donc, d'autre côté, ce qui est vraiment contraignant dans le télétravail, c'est la capacité de suivre les équipes pour une entreprise qui n'est pas habituée à le faire et d'exécuter la stratégie de l'entreprise sans mettre en péril les projets qui sont menés au sein de toute la communauté. Et c'est là où notre choix stratégique a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, à côté de toute l'exécution stratégique qu'on est en train de faire, notre stratégie est basée sur l'efficacité de l'exécution et le focus en continu sur l'objectif extrêmement important. Et je voudrais bien dire un mot par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, si vous posez la question à l'agent d'accueil qui est au sein de Portnet SA, vous lui dites quel est l'objectif extrêmement important de Portnet SA pour les 6 prochains mois, il te donnera la réponse que je vais vous donner et que n'importe quel directeur ou agent de Portnet SA va vous donner, et qui est la réduction de délai de séjour dans les ports et les aéroports de 2 jours d'ici de 6 mois. Et c'est un suivi qui se fait chaque semaine au niveau de toutes les équipes. Et ça nous a permis justement de maintenir cette synchronisation et suivi des différentes équipes, même à distance aujourd'hui. Et c'était une chance que nous avons. Donc, le Covid-19, donc, ça a permis de déclencher plusieurs changements de paradigme au niveau de notre communauté. Et là, je vous donne juste un exemple. La société a commencé à fin 2011. Euh, en, en 2014, on était à 2 administrations connectées à Portnet. Et juste avant le confinement, en 2020, on était à 26 administrations connectées. Ça nous a pris plusieurs années pour connecter toutes ces administrations. C'est des projets qui continuent. Mais 2 semaines après le confinement, on a connecté 6 administrations supplémentaires. Donc, et toute la résistance au changement a disparu en 2 semaines, et c'est devenu urgent pour tout le monde pour y aller, et toutes les excuses que nous entendions auparavant ont disparu. On a pu connecter une administration chaque jour après l'autre. C'est des services qui étaient disponibles mais qui n'étaient pas utilisés parce qu'il y avait des contraintes réglementaires, parce qu'il y avait une résistance au changement, parce qu'il y avait des excuses de part et d'autre. Donc aujourd'hui, pour la conduite de changement, pour nous, les réflexes de survie et les situations d'urgence sont les meilleurs remèdes pour justement enlever la gestion du changement. Bien entendu, on a notre communauté plein d'arguments pour la digitalisation, pour la simplification, la compétitivité, la réduction du coût au niveau du commerce international. Moi, je ne s'est jamais rendu compte que le vrai argument, c'est que c'est un geste de survie qui peut sauver la vie des humains et des entreprises. Et aujourd'hui, on se rend compte de ça. Les entreprises qui survivent sont les entreprises qui ont investi fortement dans le digital. Donc, les impacts du Covid pour nous, c'est qu'on a aujourd'hui, et c'est une chance que nous avons, c'est qu'on a plus de soutien de la part des administrations publiques et du gouvernement pour accélérer les process. Je pense que si on va avec le même rythme dans un an, on aura vraiment révolutionné le secteur du commerce international et de la logistique, puisque ça devient une priorité pour les services numériques, deviennent une priorité pour tout le monde. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus de fluidité au niveau du commerce international et de la logistique. Du coup, nous, on l'a constaté, sans baisse de trafic, le nombre d'appels, de réclamations des clients par rapport au process se sont réduits d'une façon drastique. C'est qu'il y a moins de contacts humains, moins de blocages qui se font à cause de l'intervention humaine, et les process deviennent plus fluides. Et ça s'est répercuté même sur le délai de séjour, sur le taux de physique au niveau des espaces de stockage, plusieurs indicateurs de performance qu'on suit de très près, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les KPI s'améliorent au niveau de tous les niveaux.
Un autre facteur qui était vraiment pénalisant sur nous, chez nous, et sur lequel on investissait lourdement, c'est la faible maturité au niveau de notre écosystème. On dépend de la maturité digitale de notre écosystème, notamment les PME, TPE, et on jouait énormément sur ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie croissance de la maturité digitale de l'écosystème et ça et l'exemple flagrant peut, par exemple, être le recours à des outils de vidéoconférence. Avant, c'était impossible de convenir d'une réunion avec des outils de vidéoconférence, avec des administrations, avec des TPE, PME. Et les gens vraiment voulaient qu'on se déplace chez eux, qu'on vienne voir, ainsi de suite. Aujourd'hui, aucune résistance et on arrive à être mieux en contact avec nos clients euh, comparé auparavant. Donc, nous n'avons jamais été aussi près de nos clients que pendant cette période, puisque ça devient plus facile pour nous. Au lieu de faire une réunion ou deux réunions par jour, on peut faire 6 ou 8 séances de travail par jour. On peut commencer nos réunions à 8 heures du matin et c'était impossible dans le monde physique où on vivait avant le confinement. Dernier slide, quelques enseignements pour nous, c'est que grâce à la transformation digitale, on a pu sauver la continuité d'activité au sein des ports et au niveau du commerce international. Il y avait énormément de papiers qui s'échangeaient et j'imagine que la propagation du virus aurait été vraiment alarmante si on n'avait pas eu ça au niveau par exemple, au niveau des ports. Aujourd'hui, tout se fait en digital, il n'y a aucun besoin de se déplacer. Le travail à distance peut être vraiment plus productif s'il est accompagné de mesures adéquates. Et ça permet plus de ponctualité, ça permet plus de discipline, ça permet moins de déplacements, un meilleur suivi. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on commence nos réunions à 8 heures du matin. Tout le monde vient à l'heure et on n'a aucun retard. Auparavant, c'était très, très difficile pour avoir ça. Et puis le développement, ça c'est le dernier constat, le développement technologique ne sera jamais aussi lent qu'aujourd'hui. Donc, il y aura cette accélération, comme Yacine l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a cette croissance de maturité au niveau de tout le monde. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais à dire pour cette première intervention. Je vous remercie. Merci Sijalal pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut récupérer? Voilà. Euh, moi, j'ai un constat aussi, c'est que avant le corona, on se trouvait des excuses. On parlait, euh, on parlait de culture, on parlait de technologie, de maturité. Et je pense que ce chapitre, il va tout simplement sauter parce que ces excuses, on n'en aura plus. Maintenant, il va falloir passer à l'action, passer à l'acte avec une stratégie, une démarche, une méthode. Donc, on ne pourra plus se cacher derrière les excuses d'avant. Et maintenant, on a compris que la culture qui était finalement l'épouvantail de la transformation digitale, ça a pris 2 jours pour passer à cette nouvelle version de la société. C'est-à-dire que oui, au départ, on a construit, d'ailleurs, même avec l'OSIM, quand on a fait le webinar plan de continuité des actions, de l'activité, il y avait vraiment une crainte. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec du Shadow IT par-ci, avec du WhatsApp par-là, avec des systèmes gratuits par-ci, avec du système propriétaire de l'entreprise, mais aussi des choses qui viennent de l'extérieur, on a pu compléter les manques, on a pu trouver ces rustines, et puis en 10 jours, on a récupéré cette activité. Donc, je pense que là, la transformation digitale doit passer à l'étape au-dessus, qui est la mise en place d'une stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, si on est avec McKinsey, c'est vraiment sur le côté stratégique. Et typiquement, on a avec nous Siassine Skat qui va nous présenter sa Dream Team et leur stratégie en 3 R. Alors, je ne fais pas le déballage de la stratégie, je le laisse nous parler de ces 3 R, pourquoi, comment et puis quelle méthode pour mener à bien cette transformation. Merci, cher Salah, de nous donner la parole et aussi au nom de McKinsey, merci aussi de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est extrêmement important pour nous, pour lequel nous militons depuis maintenant quelques années, et c'est vrai, sur lequel on pense que c'est un grand moment. Si ça vous va, avant juste de donner la parole à mes collègues, je voulais juste introduire et cadrer leur intervention, dans quel cadre elle a lieu.
Avant ça, je tiens à dire à quel point je trouve ce que si Jalal vient de dire est fascinant et intéressant. Et en fait, et que j'en note deux choses. La première, c'est que cette crise s'est accompagnée d'une accélération majeure au final du déploiement, de l'adoption de leurs outils et de leur transformation digitale, en interne, mais aussi chez les clients. Mais ce que je trouve, moi, ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a le plus intrigué, c'est l'impact opérationnel lié à cette hausse de l'usage. Ce dont il parlait, en fait, c'est que, si j'ai bien noté, ils n'ont jamais eu aussi peu de réclamations et de plaintes depuis que tous leurs clients utilisent maintenant les canaux digitaux. Leur KPI, ça veut dire une réduction du délai de transfert ou de transit au niveau du port, n'a jamais été aussi faible. Et ça, je pense, ce qui est beau, c'est que on a devant nous un témoignage, un laboratoire à ciel ouvert du fait que cette transformation digitale, elle s'accompagne d'une amélioration opérationnelle majeure. Et c'est ça, en fait, la beauté, je pense, de ce qu'on vient d'assister. Donc maintenant, ce dont on va vous parler les 20 prochaines minutes de Sportive Arena, c'est les trois choses. En fait, on essaye, dans le témoignage que vous allez voir, de prendre un peu de recul pour voir, mais que sommes-nous en train de vivre? Et en fait, pour nous, c'est important aussi qu'on prenne du recul. Et pour nous, on a trois étapes, trois phases différentes qui vont être proposées. La première, ça a été le R de résister. Et en fait, ce qui s'est passé les dernières semaines, c'est qu'il y a eu d'abord une phase de panique, une phase, j'imagine, où les directions SI digitales, je pense, en tout cas les personnes avec qui je parle, n'ont jamais autant travaillé, n'ont jamais passé autant de nuits blanches. Panique parce qu'il faut déployer les VPN, déployer les outils de travail à distance, les Teams, les Zoom, les Cisco, tous les outils derrière, les nouveaux protocoles, équiper tout le monde, est-ce que les serveurs tiennent, ceux qui travaillent sur le cloud, comment ça se passe? Donc il y a eu une phase de panique générale. Et d'ailleurs, cette phase de panique, pour ceux qui ont réussi cette phase, c'est souvent transformé en directeur SI ou CIO qui devient un peu le héros de l'entreprise. Le héros parce que il réussit effectivement à accompagner cette transition du monde difficile, analogique, en digital en quelques jours. Et c'est incroyable en fait ce qu'on peut faire. Donc c'est la première phase, c'est résister. Et une deuxième phase, et je pense que c'est la phase que nous sommes en train de vivre tout de suite, qui est après cette phase de gestion de crise, on réalise, oh, attendez, on nous avait annoncé quelques semaines de confinement, là on vient de nous dire, non, non, on a 4 semaines de plus. Et là on est en train de se dire, mais attendez, on ne peut pas repousser indéfiniment nos projets. Donc maintenant, c'est le moment de se réadapter ou relancer. Le deuxième R, notre activité de transformation digitale. Et cette relance, cette réadaptation nécessite bien sûr une revue du portefeuille, parce que peut-être que certains projets deviennent plus prioritaires que d'autres, et c'est important, en tout cas, d'y jeter un coup d'œil. D'autres vont vouloir conserver, mais il faut que ce choix soit clair. Et s'accompagne aussi d'un véritable nouveau modèle pour retravailler ensemble. Je vous rassure, on peut faire de l'agile digital à distance. Ça nécessite pour cela de mettre en place de nouveaux mécanismes. Et ça, on va parler, Shweta, dans un deuxième temps. Comment est-ce qu'on réapprend à travailler ensemble et comment même on accélère, tout comme Portnet a vu son opération, son efficacité opérationnelle exploser. Ce qu'on a vu sur certains clients, c'est que leur vélocité et leur transformation IT et digitale s'est accélérée en travaillant à distance. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et le troisième R dont j'aurai le plaisir de vous parler, c'est celui de, au final, ce que l'on voit, c'est un nouveau normal, un nouveau monde. Il y a eu des transformations, mais on pense qu'il va y avoir aussi des transformations structurelles qui vont s'installer après cette crise. Les habitudes des consommateurs vont changer. Beaucoup de secteurs ne vont plus utiliser le digital de la même manière. Quelles sont ces transformations? Et ça, on peut juste avoir des pistes de réflexion et je pense qu'on va échanger ensemble. Mais aussi, la question va être comment vous, directeurs SI, directeurs digitaux, CTO de vos entreprises, pouvez commencer à anticiper et préparer cette nouvelle transformation. Ça dont j'aurai l'occasion de vous parler dans quelques minutes. Donc, les 3 R, pour répondre à ta question, Salah, si ça te va, I will let Christian start talking about it and introduce the first R on how to resist and how to manage this crisis situation. Then I will let Shweta discuss on how the companies are now relearning how to work remotely, how to accelerate their transformation, and how to work with colleagues in a probably even more efficient way than it used to be. And I will have the chance to talk at the end on
this new normal of what should we expect and what do we need to prepare to face this new phase. Christian, if it's okay, I will let you talk about the first part. Thank you very much, Christian, for being here with us again today. Thank you very much for having me. I hope you can hear me clearly. Yes, we do. Very good. Fantastic. That's great news. And I apologize in advance, but you really do not want me to speak French. So if you allow me, I'll continue in English and try to speak as clearly as possible so that everyone has a chance to follow this as well. Look, the very first thing, and I think we stressed this before from what I could gather from the discussion, this is still first and foremost a humanitarian crisis. Lots of companies have seen and discussed seeing how they can fight the virus, how they can keep their employees safe, and how they can even benefit the greater good. I see a lot of retail companies who changed their production processes to create masks. Other companies like Facebook or the German government are conducting hackathons to help. So let's just be sure that while we're focusing now going forward on the CIO part, we are clear in the context we are talking. And if you would go to the next page, I think you introduced the concept, and I'm honored to share a little bit the first part of the discussion. And can I go to the next page? Otherwise, it's perfect. Yeah. So on the first hand, which I'll be focusing on for the next 5 to 7 minutes, it's a little bit of how can we resist the crisis and how can you, in the first couple of weeks, set everything up that might set you up for success in the medium term and keep your business running. Shweta is going to then present the second part of how in the next 2 or 3 months you take the best out of this and work remotely in the most efficient way and review the project portfolio so that you can adjust already through the new norm. Before then, Yassine is kind enough to imagine the next norm. With that ado, let's jump right into the first phase. And there for us, we see 3 elements. And we had a couple of webinars exactly on how to establish working from home, because we see all around the world more and more lockdowns, social distancing measures being put in place. And in order to continue to work, you need to establish a foundation in terms of how you can work together. This is everything from technology to a new way of working. And to make sure that everyone has the right tools in place. And I'll spend some more time on this on the next page in a minute. Before, otherwise we'll stress the other 2 points and give you maybe some advice or some lessons I've learned from the discussion with the client. This is everything around communication and training of your employees. Because they're also now, in the worst case, in an isolated situation at home, worrying about their job and not sure what the future brings. Maybe have people affected. So we have seen that there's an immediate need to just spend more time as a leader or as a CIO within the respective organization with your employees. So it's the law of the hour is to over-communicate. Check in, see how they are doing, understand and agree on team norms of how you want to work together going forward, because it's a big shift. So you need to enable this. And then this can be simple things. I've seen to be quite successful that every 3 p.m. there's a virtual coffee chat. So where people can just go on to a webinar, Zoom, the Microsoft Teams, or whatever virtual solution you have in place, and just connect. So this is replacing your virtual coffee chat that you would have in the office. And these kind of things are crucial to have. Another thing, and this is relatively high on the agenda of most of the CIOs, cybersecurity has increased drastically, especially social fraud, where people pretend to be someone else. And we've seen across the world, from Asia over to Europe, also to Africa, an increased attempt to abuse the current situation. And given that you currently have a lack of the human firewall, which means the person sitting next to you, you can ask him or her, hey, did you also get an email? Does that sound fishy to you? This is gone. Now I'm sitting in front of my computer at home. And I think the most famous quote White Hacker told at a conference was to say, look, for us, everything changed. For the hacker, everything stayed the same. Because as a hacker, I'm used to work from home and try to attack targets. I'll just continue to do so while everything else is changing. So it's clear that you don't need to find alternatives in terms of
either offering support from the CISO, offering just touch points or regular check-in hours, or accepting that people have more questions and then being there for them. Everything around IT, and then we'll deep dive into how you enable working from home. It's everything from help desk support, etc. But no, feel free to go to the next page so that we don't spend too much time. And if you have questions on the other part, please then keep us honest and move back to them. I structured in 4 dimensions. The first one, if you're already in a lockdown situation, I think you probably have faced this. Lots of clients were literally buying the last laptop, desktop from the retail store around the corner when they were still open. So far, we see very little supply chain disruption, but given that India and the other countries who provide these services are now also affected in a potential lockdown situation, there might be disruptions even further going forward. So we have discussions with CIOs of what are the most relevant stocks you need to maintain, and maybe more, right? Phones, laptops, and other elements. Just make sure you have them in stock and then can actually provide them to your employees so that they can continue to work from home. If you already have a virtual desktop environment in place, fantastic. Now is the time where this is really paying off, because then you don't need to buy expensive hardware. You can get by with relatively cheap one. But if you go to the second dimension, which is everything around access, and this links back to the security discussion we had before, make sure there's some kind of VPN solution in place, and ideally an authentication. From what I gathered in the first discussion, I heard you moved elements to the cloud. This is in line with our recommendation. Whatever you can move to the cloud at this point, we recommend to accelerate this, because this provides you scale and visibility, and at the same time frees up your internal resources to focus on your crown jewels and ensure they are safe and secure. So whenever you can use and it's regulatorily approved, a cloud solution might be a good alternative to take this forward. Third dimension is a combination of training and tooling. Right? You don't want to run your workshop now with 15 people at the same time, or 50 people for 3 hours, which you might have done before to get through something. You might want to look at alternative means. So discuss with the employees and provide tools and collaboration elements that allow for video chats, one-on-one discussions, debriefs via email, instant messaging. So basically, as part of your team, also agree on what levels you're looking in, and then take that forward. The last one is you need a single source of truth, right? People now working together remotely, they need to have some way of keeping each other honest in terms of tasks that they're working on, but as well as sharing documents. Yeah, we listed a couple of Dropbox. If you have Office 365 already, place fantastic. Or Trello and Jira are good tools to look at. I'll leave it with this, because I know that Shrita is having some exciting content coming up of how to take this forward, and then rather come back to the questions at a later point. Shweta, can I pass on to you? Yes, thank you, Christian. And I think like Christian, I also apologize. My French is not that great. So only thing I know in French is Je m'appelle Shweta. I think I have to still brush up my French quite a bit. So I think just building on to what Christian mentioned, after the first couple of weeks are done in terms of figuring out how do we sort of, enable the right tooling and sort of organizing ourselves in the new ways of working, I think the next biggest question comes as far as the core business is concerned, what should really be our priorities? And I think we are very much in the phase 2 of the crisis right now. A lot of companies have actually seen the shift that has happened from the first few weeks to being in the middle state, wherein I think now the question is, okay, what do I build? Should I accelerate what I'm building? Should I slow down? I think these are some of the questions that we saw the CIOs, CTOs, CDOs sort of, coming back and asking us. I think a couple of facts I would share. In China, what the world has been seeing is there's a 300% increase in the online grocery sales. I think similar number that UK witnessed is a 33% increase in the first 4 weeks as far as their e-commerce sales is concerned.
which is definitely a signal that this is the time to sort of accelerate your digital channel and also advocate much more than, let's say, what we were doing few weeks or months ago. So I think three things to really think about here. One is how do we adapt to the new customer needs? Then how do we sort of relaunch the current projects or the products which may have been halted a couple of weeks ago due to the situation of the crisis? And then third is having the judgment as to how do I reprioritize my product sort of portfolio. So every organization has a prioritized portfolio typically, but given the COVID situation, do I need to accelerate something or relook at my roadmap to sort of make any changes there? So I think it's very important to sort of adapt to the new customer needs because the customer behavior is changing. I think we all would agree that by the time this crisis would get over, I think the customer behavior would have massively shifted. But during these times, how can we actually over-index on communication? I think Christian spoke about communication within the employees, but taking the communication lens even sort of an inch further, I think how are we over communicating with the clients is super important. So I think tactical things, for example, what we saw or what we've been seeing is banks or companies having their website and they are sort of putting in information related to COVID and even basic servicing as to how the customers can leverage their channel. I think is quite useful. Then I think for clients or for organizations who already have the digital factory or the digital teams in place, how can we shift to the remote ways of working so that we are not losing out on any space for the digital development through the use of collaborative tools, agile ways of working, and sort of best practices. And I think we spoke about also looking at your roadmap itself and then finding out opportunities that you can accelerate. So just as an example, I've been supporting an insurance client and our current focus was to digitize the motor journeys. I think very quickly, as soon as we got into the crisis, it was known that over the next couple of months, there would be hardly any uptake in the motor insurance because let's be clear, I think the clients will not be buying new sort of personal cars. So can we actually deprioritize a couple of things that we had on the motor insurance but focus more on life and health insurance and also probably teaming it with a product that covers sort of the coverage for COVID. So I think just having the agility in terms of also relooking at your business priorities and making the changes happen is quite important. If we move on to the next page now, I think it's also important to identify that as we relaunch or we reshift our priorities, how can we, I think, double down on sort of automating back-end processes or identifying opportunities for making sure that we can reach customers much more quickly than what it was, and also using this as a seamless experience for our customers. So for instance, in couple of geographies, what we are seeing is big organizations, institutions have also reached out to the regulator to also relax, for example, the KYC during these times. So if, in a country like Egypt, for instance, if the KYC was only done by the method of, let's say, visiting the physical branches as far as a bank is concerned, I think figuring out alternative ways that perhaps for these few months, can we just figure out alternate ways to re-authenticate the people. There is enough technology available. So what we found very interesting is that institutions are pushing the regulators in making the innovation happen, and it's quite a positive response from some of the geographies as far as trying this new sort of ways of working is concerned. Then I think customer servicing becomes very important. Migrating your call centers to work remotely, I think not an easy task, but we saw several institutions actually making that happen. Figuring out, can we even reprioritize the sort of the automatic call responses as far as your IVR is concerned, wherein if the customer wants any help related to COVID, I think prioritizing that over other servicing needs, for instance.
Or even I think some of the banks have very quickly launched in 2 to 4 weeks alternate ways to service their customers through the use of USSD channel and WhatsApp channel, which is much more interactive forms of reaching out to the customers and sort of making sure that customer service doesn't get dropped during these times. I think what would be interesting to see is how could some of the back office operations be automated. So is there a way wherein maybe, companies could, I don't know, approve, let's say, some covers or claims of a certain value, which was not allowed in the past? I think just as CTOs and CDOs, we can actually also work very closely with the business to inspire some of these conversations in the organization, so that we are not just thinking about what we need to do now, but can we fundamentally change our digital strategy? I think that's another big question that we can, think of solving for. And I think while we do all this, very important that there would be tremendous load overall on our infrastructure. So working very closely with the CIOs in making sure that, the organization is prepared for having this additional load on the digital channel through technology, I think quite crucial for the overall success. I'll take a pause to see if there are questions before I move on to the next page. If it's okay, Shweta, we will let the question at the end if it's okay for you. Okay, clear. I think so. If we move on to the next page, what we assume is the institutions already have nascent digital capability in terms of the people support. And if it doesn't exist, I think maybe overranking through the help of experts as to what would be the right structure and cadences to make the remote delivery work. So we have seen actually major institutions kind of migrating in the first 2 to 4 weeks, all of their digital factory to the remote ways of working using Agile as a very powerful, let's say, tool or technology. I think what is very important as we move to the remote ways of working is that organizational structures should be clearly defined. So, what are we doing, but who is accountable to make things happen? And what is the right cadence? Using what tooling and technology, I think, becomes very important for the for the remote ways of working to work. I think Christian spoke about informal coffee chats on sort of virtual Zoom sessions. Practically, that is the way to work now. I think as far as even making digital delivery is concerned. So I think using tools, collaborative tools for even ideation, collecting sort of feedback while you are in the session, and just making sure that consciously making sure that every single person gets an opportunity to speak, I think is very important. So again, I think leveraging what are the roles, who are the moderators, facilitators, what tools are we using, I think becomes quite important. And if we move to the next page, what we are used to so far, or let's say what we were used to so far before the COVID world, was the use of the use of physical walls, wherein we had our post-its and we had a lot of, let's say, culture of co-location. But how do you really now move your physical wall to a digital wall, perhaps using tools like Jira or Trello board, which is which would actually give your teams very similar experience to what they were getting before, let's say, the COVID happened. And again, I think what I would emphasize is tools are important, but also making sure that we are spending enough amount of time with our teams in order to just make sure that everybody understand how to use these tools is very important as we move to the new sort of ways of working. I think just to summarize again, we touched upon this briefly. I think moving to the remote ways of working is important to sort of keep your lights on as far as the business priorities are concerned, but also thinking through how do you fundamentally shift the digital strategy can be very interesting, because I think Yassine will cover more, but the strategy now would actually define how you would serve your customer in a couple of months to come, based on what your customers are asking, and also where sort of your where you're noticing the shift overall. I think what is super important is the role of the CTO or the CIO or the CDO is not
independent or not to be executed in silos. I think now is the time for also bringing in cross-functional leadership within the organization, wherein the CXOs can actually talk to each other virtually and figure out, what should be the way forward. So, for example, the CDO might be responsible for the product roadmap and deciding what needs to be built as far as the business is concerned. But he or she would also need to collaborate with the CIO or the CTO in making sure that the infrastructure is ready and there are no security threats or there is no cyber security threats, that the organization might face. So I think over emphasizing on the cross-functional senior leadership is very important. And then, of course, you reprioritize your product roadmap to actually decide what the business needs to deliver, and also figuring out creative ways as to how you can maybe contribute to having a positive balance sheet for the organization is very important. So are there projects which were less important, but suddenly they become more important, and vice versa? So working with the CFOs also to make sure that the budget is properly reallocated to the most important or the pressing priorities, but then also making sure that you redeploy your talent, because you may not need one particular department may not need X amount of people, but those people could be very useful to another, let's say, team, just because the priorities have shifted. So again, I think having that theme of cross-cultural, cross-functional leadership is very important to make sure that even talent is properly deployed. Yeah, I think that's all from my side, but very happy to answer any questions before I pass it on to Yassine. Thank you. If it's okay, we'll have the question at the end of the presentation. If it's okay for the 3 hours, if it's okay for you. Super. Thank you again, Christian and Shweta, for sharing with us the first hour. Si c'est OK, je vais basculer en français, et peut-être que j'aimerais juste partager ce qu'un client au Maroc dans le secteur de l'assurance a fait dernièrement et que je trouvais, à vrai dire, remarquable. Toujours dans cette phase du deuxième R, celui de relancer ou redémarrer. En fait, il a mis en place de manière systématique, tous les jours, entre 9h et 9h20, un webinar avec l'ensemble des membres de la SI ou l'ensemble des membres de la Digital Factory, donc tous. Et durant ces 15-20 minutes, il parle de ce qui a été fait la veille, des priorités de la journée, une sorte de check-in, mais partagé avec tout le monde. Donc, les 50 personnes se réunissent autour de ce webinar. Et ça vraiment, ça permet de consolider les équipes et ça permet vraiment de pousser un rythme intéressant d'évolution sur la journée, en tout cas de développement sur la journée. Deuxième chose intéressante, c'est que ce même CDO, ce qu'il fait, c'est que tous les jours, il demande à un collaborateur de prendre 10 minutes, un moment fixe de la journée, et ce collaborateur partage, en tout cas, un savoir. Ça peut être sur digital, ça peut être sur le yoga, ça peut être sur la détente. Mais en tout cas, il partage un savoir qu'il a en particulier, qui permet de rassembler tous les collaborateurs, encore une fois, autour de ce partage. Et c'est marrant parce qu'on découvre aussi certains talents cachés qu'on ne voyait pas dans l'organisation. Des personnes s'expriment, des passions qui s'expriment, et ça permet aussi de resserrer les liens. Et dernière chose que j'ai vue, c'est que je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec des outils comme Trello et Jira, je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les vélocités des équipes, en tout cas les vitesses de développement. En tout cas, cette personne le fait et il a noté une hausse de 15% des tickets développés. C'est assez incroyable, alors que d'habitude, on disait toujours digital, il faut qu'on soit physique, il faut qu'on soit à côté pour pouvoir partager la même compréhension. Ils voient en fait que la production augmente et bien sûr la demande de la part des métiers augmente aussi. Moi, je trouve que c'était un bel exemple que je voulais partager avec vous sur en tout cas cette phase de redémarrer. À présent, j'aimerais vous parler de la troisième phase. Donc, après avoir vu comment est-ce qu'on met les prérequis de base pour juste continuer à travailler, après qu'on voit comment est-ce qu'on repriorise la feuille de route, comment est-ce qu'on met en place de nouvelles routines, qu'on maintient ses collaborateurs, on va dire, dans la même, on va dire, en rythme et dans le même niveau de motivation. La question se pose, qu'est-ce qui se passe après? Et soyons d'accord, je suis loin d'avoir une boule de cristal et tout ce que je vais faire est purement spéculatif. Et ce que je vais juste essayer de faire, c'est tirer le trait et voir qu'est-ce qui est en train de se passer
et dans quelle mesure ce que nous sommes en train de voir pourrait perdurer demain. Et surtout finir, si je peux me permettre très humblement, une sorte de recommandation, ou en tout cas comment se préparer à demain dans un monde d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer vraisemblablement. En fait, ce que nous avons vu, en tout cas ce que l'on peut espérer continuer, ce sont 4 ou 5 grandes tendances ou ruptures au niveau de la manière dont on consomme le digital. Quand on va voir le e-commerce, quand on va voir la manière dont on consomme des services financiers, quand on voit la manière dont on consomme certains services publics, dont on consomme l'administration, dont on consomme les services de paiement, ce qu'on a vu les dernières semaines, c'est vrai, est assez remarquable. Au niveau du premier, le e-commerce, et même au Maroc, hein, je pense que vous avez tous vu les annonces de Marjan et de La Belle Vie et Carrefour qui proposent maintenant des livraisons à distance. On pense que pour les acteurs qui sont prêts, ça peut être un vrai nouveau boom du e-commerce, y compris au Maroc. Ça fait des années qu'on l'attend. Malheureusement, il est encore très timide et c'est toujours de paiement à la commande, encore peu de cartes. Mais c'est vrai que ce que nous avons vu ces derniers jours, si vous suivez les influenceurs aussi, leurs ventes n'ont jamais été aussi élevées parce que les gens ont du temps. Et donc, l'avantage, c'est que ça met en place aussi de nouvelles habitudes d'achat de la part des consommateurs, de nous Marocains, et que ça nous force un peu plus à utiliser les cartes bancaires ou utiliser au moment de la réception. En tout cas, ça vulgarise un peu cette pratique. Et je pense que la première tendance de fond, c'est qu'on peut se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut voir une vraie accélération du e-commerce physique après cette période. La deuxième, c'est peut-être celle au niveau des services financiers. Je pense que nous avons tous des applications mobiles, qu'on regarde tous un peu nos comptes sur ça. Mais ce qui est intéressant, et ça existe depuis un petit moment, je n'apprends rien à personne, mais ce qui est intéressant, et enfin, on se dit, est-ce que maintenant des ventes et des souscriptions de produits financiers pourraient se faire à distance? Aujourd'hui, je suis désolé, mais les assurances, on ne les consomme pas à distance, on ne les achète pas à distance, ça représente moins de 1%. Personne ne fait aujourd'hui des ouvertures de compte à distance ou de crédit immobilier ou consommation à distance. Et la question, c'est de savoir, est-ce que enfin ces nouvelles pratiques pourraient permettre, au-delà des services de compte mobile ou de gestion des comptes à distance, est-ce qu'on pourrait voir des opérations de vente, d'acquisition et de marketing financier? C'est un vrai enjeu pour les services financiers au Maroc. Ça n'a toujours pas marché, alors que ça marche vraiment bien ailleurs. Est-ce que ça pourra enfin redémarrer au Maroc? Donc, sa deuxième tendance de fond, souscription des produits financiers, pas seulement souscription à distance. La troisième tendance, et je pense que, je ne sais pas, et je n'espère pas pour vous, si vous avez eu besoin de médecins ces derniers jours, la télémédecine a connu un vrai bond. Des entreprises comme Dabadoc, en tout cas, j'ai parlé avec pas mal de médecins, qui aujourd'hui font plus que la moitié de leurs consultations à distance. Je pense pour un monde comme un pays comme le Maroc, nous avons encore sur nos 1500 communes, on a estimé 450 qui sont encore en situation d'enclavement sanitaire. Ça peut être une vraie accélération et un vrai coup de pouce à la mise en place de ces systèmes ou simplement des localisations communales. Aujourd'hui, il y a toujours un centre, je vous rassure, ce n'est pas un problème d'infrastructure, il y a toujours un centre où on pourrait penser à les équiper de ces centres de télémédecine qui pourraient être simplement rattachés à l'hôpital le plus proche de la région. Comment est-ce qu'on peut donc améliorer ces services à distance qui, la vérité, font mal en termes de qualité de service au Maroc? Il y a cette pratique, en tout cas une vraie accélération. Je pense que nous avons tous vu ce qui se passe au niveau de ce qu'a fait en tout cas l'ADD avec leur bureau d'ordre digital, qui je pense est un bon premier pas pour l'ADD, en espérant qu'il y a encore plus de choses encore qui viennent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un vrai coup de fouet, en tout cas une vraie incitation à accélérer les administrations à se lancer dans ce digital. Ce qui a été dit dans le cadre de Portnet est remarquable, de 2 institutions à 11 d'une phase à l'autre, et il n'y a pas de problème réglementaire, pas de problème d'infrastructure. C'est juste une question de volonté. Et c'est clairement le maître mot. Et on voit en fait que tout est possible. Enfin, c'est possible. Arrêtons de trouver des freins. Et on espère que les pouvoirs publics vont exiger cette accélération. Pas proposer, mais exiger. Parce que cette période a montré que c'était possible. Je pense aussi au niveau des paiements, on pourrait voir une belle révolution. Vous savez, le système de paiement mobile est au Maroc depuis 1 an et demi, qui ne démarre pas encore vraiment. Les acteurs en lancent des initiatives, mais qui restent isolés. Eh ben, en 3 semaines, le nombre d'établissements de paiement qui sont maintenant sur le switch de ASPS a été multiplié par 3. Je crois qu'on est maintenant à 6 opérateurs qui sont interopérables, ce qui est enfin une accélération.
Vous avez vu que le CVE, à un moment, considéré de faire des paiements, des aides via paiement mobile. Je pense que c'est encore trop tôt et en tout cas, ils ont opté finalement pour une autre option. Mais en tout cas, je pense qu'on peut espérer une vraie accélération des paiements à distance et mobile, en tout cas, cette crise-là, qui serait une vraie transformation. Troisième partie, qui n'est peut-être pas digitale en tout cas, c'est la partie offshoring. J'ai parlé à un certain nombre de clients, en tout cas de personnes qui font de l'offshoring. Ils ont une demande qui a explosé de la part des centres de relations clients, de la part des opérateurs en France. Et je pense qu'une des vertus de cette crise a aussi été qu'on a montré que certains process étaient en fait opérables à distance. Donc le Maroc, qui essaie de se positionner depuis 10 ans sur le BPO et qui n'y arrive pas, parce que malheureusement, nous sommes aujourd'hui en grande partie en train de faire de centres d'appel et de la vente à distance, mais on ne fait pas encore de vraie digitalisation de process à distance, le BPO, que l'Inde a réussi, sur lequel il y a un potentiel énorme. On peut se poser la question, est-ce que ça ne peut pas être en fait un réveil d'une vraie industrie BPO au Maroc par rapport à quelques clients en France, et qui serait du coup aussi une montée en gamme qui serait extrêmement appréciée. Et enfin, le dernier modèle ou la dernière transformation majeure que l'on voit, c'est celle du transformation du modèle opérationnel. En tout cas, je ne vous cache pas, en tout cas personnellement, je ne recommandais pas à mes clients de faire du digital à distance. Parce que je pense que justement, une des forces du digital, c'est lorsqu'on a sur une même salle le product owner, les métiers, l'IT, les profils data, et que tout le monde est à côté, qu'on arrive à nous parler tous pour mieux comprendre et pour aller plus vite et d'éviter beaucoup d'allers-retours. En fait, ce que cette crise a montré, et je pense qu'il faut être humble, c'est que probablement c'est faux et qu'on peut faire beaucoup plus de choses que l'on croit à distance. Et je pense qu'il faudra s'attendre à une vraie transformation structurelle de la manière dont les entreprises opèrent et font leur transformation. Donc voilà un peu les grandes transformations. Donc juste pour récapituler, e-commerce, une vraie accélération des ventes, pas seulement de la consultation, mais en tout cas des ventes des produits financiers, une accélération des services de santé et d'éducation, mais aussi des services administratifs en général. Peut-être enfin l'arrivée de vrais systèmes d'inclusion financière au Maroc et peut-être l'émergence du BPO, qui peut être une opportunité énorme en termes d'industrie secteur pour le Maroc, en termes d'emploi. Et bien sûr la transformation du modèle opérationnel. Maintenant, et si je peux me permettre, très, très humblement, ce que j'aimerais vous proposer, ou en tout cas humblement conseiller, c'est que ce que je viens de dire, ce sont des tendances potentielles. Elles seraient belles si on les concrétise, mais personne ne sait vraiment. Et je pense, et mon humble prédiction, c'est que les acteurs ou les entreprises qui sortiront renforcés par cette crise sont ceux qui seront le plus capables de comprendre mais quel comportement va vraiment changer de leurs clients après la crise. Et le fait de pouvoir anticiper, parce qu'il va y avoir des transformations, le fait d'être capable de l'anticiper, il n'y a pas pour moi d'autre formule que maintenant de lancer un travail de vraiment d'écoute, d'entretien one-to-one avec un client, de sondage, de lancer les consultations analytiques sur l'évolution de la demande au cours de cette période-là pour pouvoir mieux anticiper ce qui va arriver. Celui qui va réussir après la crise, c'est celui qui est en train de comprendre maintenant, tiens, en fait, ce comportement que je pensais pas plausible est en train d'avoir lieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dès maintenant lancer le produit ou le process qui, après crise, va l'anticiper et peut-être qu'il s'appuiera sur les 5 ou 6 transformations dont j'ai parlé il y a de cela quelques minutes. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous sur ces 3 R. Désolé si nous avons beaucoup parlé, nous avons essayé de respecter un peu ces 3 fois 10 minutes, à la fois pour parler de la résistance, de la reprise et relance, mais aussi de cette réimagination de ce monde digital de demain. Et merci encore pour cette prise de parole. Merci Yassine. Thank you all of you for this very insightful presentation, Stuart, Christian and Yassine. Juste, tu as parlé de sondage. Je vais me permettre de rebondir dessus. On a un petit sondage qu'on va proposer aux participants et donc l'équipe qui m'entend va bientôt poster un sondage et on va pouvoir voilà, il est parti et on va pouvoir le partager avec l'ensemble des participants. Moi, en ayant écouté chacun de vous, j'ai envie de rajouter un R, résilience. Parce qu'en fait, c'est un processus de résilience, c'est-à-dire que au départ, c'est le déni. Donc, on se dit, bah, tiens,
ça va durer quelques jours. Peut-être que même le Maroc ne fera pas de confinement. On espère, on croise les doigts. Et puis finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. Et donc, il faut accepter. Il faut justement transformer ce métier euh, jusqu'à peut-être réimaginer le futur. Alors, dans cette réimagination du futur, le dernier point que tu as abordé, Yacine, je pense qu'on est dans une rupture de la rupture. Hein, on parlait de rupture de que la transformation digitale était une rupture en soi. Et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que les leaders de la transformation digitale d'avant ne sont pas forcément les leaders de la transformation digitale d'aujourd'hui. Je donne un exemple très simple. On a toujours pensé que les banques étaient leaders, que les banques avaient fait leur transformation. Et on s'est rendu compte que la banque ne peut pas tourner sans agence et il faut qu'il y ait du personnel dans l'agence. Et donc, on a toujours pensé que les banques étaient, tu as parlé des assurances, pareil, les, les services financiers, on pensait qu'ils étaient en avance. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'ils sont en avance pour le consommateur, mais l'employé fait toujours du business as usual, mais as usual vraiment du passé, quoi. On s'est rendu compte qu'un agent de banque ne peut pas travailler depuis chez lui. Ce n'est même pas une histoire de VPN, c'est tout un système à repenser, et ainsi de suite. Donc, effectivement, comme tu dis, la rupture de la rupture demande aux gens de se reposer vraiment les vraies questions. Est-ce qu'on peut, quels sont les nouveaux choix à faire et espérer que ceux qui sont à la traîne aujourd'hui peuvent ressortir à la tête du peloton à la fin. C'est-à-dire que c'est un nouvel espoir, je dirais. Non seulement il y a de la résilience, mais il y a un vrai nouvel espoir pour la suite. Alors, je précise juste quelques chiffres. Nous sommes actuellement 200 participants à ce webinaire. On avait espéré beaucoup plus, mais c'est encore une fois la limite du digital. C'est-à-dire qu'à partir de 200, quand les gens commençaient à se connecter, on avait des difficultés techniques sur WebEx et donc ils n'avaient pas forcément le son, etc. Je rappelle tout simplement que le webinaire va être enregistré, enfin il est enregistré, qu'il sera reproposé en replay dans les jours à suivre. On m'avait posé aussi la question des slides. Est-ce que McKinsey accepte de proposer, enfin de partager ces slides avec les participants, en tout cas par voie de mail. Donc, c'est une question qu'on posera par la suite. Et donc, il y a le sondage. Je propose aussi aux participants de poser leurs questions. On a déjà quelques listes. Je vais revenir à Jalal juste d'un coup, mais je vais retenir quand même un petit clin d'œil que tu as dit au tout début et sur lequel je vais rebondir. Tu as parlé des DSI qui sont un peu des super-héros de la crise. Alors, l'OSIM aujourd'hui, c'est l'association des DSI, enfin, l'association des utilisateurs du système d'information. Peut-être qu'un jour, ça sera la ligue des super-héros du système d'information, je ne sais pas, mais en tout cas, l'appellation, enfin, la rupture de la rupture va peut-être offrir des opportunités. Si Jalal, maintenant vous avez vu cette vision en 3 temps de McKinsey. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Parce on a vu que Shweta a parlé un peu de mode agile, de fonctionnement agile. Je pense que ce sont des choses qui vous parlent. Est-ce que cette vision vous plaît-elle? Absolument, en fait, ça me parle absolument. Et si j'ai des rajouts à faire, c'est que, voilà, comme a été dit, les clients se souviendront du comportement de leurs fournisseurs en cette période et les gens avec lesquels ils ont des relations. Donc, c'est important de garder le contact. C'est important plus jamais d'être de leur côté, pas uniquement pour les services usuels, pour leur donner des services supplémentaires. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de leur donner, de les accompagner par rapport aux difficultés qu'il y a dans cette période, d'organiser à l'instar de ce qu'on fait au sein de l'OSIM, des webinaires par rapport à des thématiques d'actualité qui peuvent les intéresser pour qu'ils puissent répondre. Et c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui en cette période. Et qui dit client, client interne aussi. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Et c'est la chose à laquelle on fait le plus attention. Et on n'en a pas parlé vraiment lors de ce séminaire, c'est que les équipes internes aussi se souviendront du comportement des managers en cette période. C'est très, très important de leur attitude, l'attitude des employeurs
et qui va changer à jamais leurs relations avec leurs employeurs. Donc, je connais de grosses structures qui ont su s'adapter aussi avec leurs employés, mais ceux qui se sont moins adaptés avec cette période et qui ont du mal à gérer les effectifs à distance, à les motiver, à leur faire confiance. Ça, c'est très, très important, la confiance au sein d'une institution. Et puis, comme ça a été dit aussi, moi, je pense que ce qui va changer avec cette pandémie et à jamais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie maturité digitale qui s'installe et ça va être irréversible, que ce soit au niveau de l'administration et aussi au niveau du privé. Et c'est irréversible, on l'a déjà vécu. Et la perception du SLA pour n'importe quel service ou produit change chez le client. Dès qu'il a un service avec un niveau qui soit augmenté, avec une meilleure qualité de service, ça sera très, très difficile de revenir en arrière. On l'a vécu avec des services qu'on a lancés, des process qui prenaient des jours, et puis avec la digitalisation, ça commence à prendre quelques minutes, et puis les gens vont demander encore plus. Et c'est ça. Et moi, si j'ai un conseil à faire, c'est qu'il faut qu'on se prépare dans ce sens. Les clients vont nous demander encore plus. Ils vont être plus exigeants parce qu'ils ont expérimenté un service qui soit plus fluide, des facilitations qui ont été introduites lors de cette période, que ce soit par les administrations, que ce soit par les opérateurs privés. Il y a des agents, il y a des sociétés de distribution. Je ne vais pas citer le nom de grands espaces de distribution avec lesquels on parlait avec les directeurs logistiques et qui disaient qu'on est en train de préparer la livraison en e-commerce, en partenariat avec des acteurs avant qu'ils le fassent, avant cette pandémie. Ils n'y croyaient pas vraiment. Ils disaient qu'il faut juste qu'on soit dans le e-commerce. Ce n'est pas vraiment pour nous un modèle de distribution. Quelques semaines après, ça devient leur mode de distribution principal. Et je te rejoins dans ce que tu as dit, c'est la résilience ou l'agilité des entreprises. Moi, je pense que c'est ce qui fera changer les choses. Le monde de demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui et tout peut s'écrouler autour de nous en quelques heures, en quelques semaines. Donc, il faut savoir interpréter les signaux et il faut se détacher de tout ce qui est agence physique. Donc, il faut revoir les business models. Le choix du sourcing aussi. Il y a on cherchait le moins cher. Il y a j'ai donné l'exemple l'autre jour de Boeing qui utilisait la maintenance des trains d'atterrissage dans le monde entier. Le fournisseur principal est en Chine. Et il se trouvait par hasard à Yuan. Donc, au moment où Yuan était en pandémie, la maintenance des trains d'atterrissage dans le monde entier était en panne. Donc, c'est pas le moins cher c'est pas le seul critère à prendre en considération. Donc, je voudrais insister sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux capacités analytiques au niveau de l'entreprise et de l'administration en général. Très important, c'est quelque chose auquel on doit donner énormément d'importance. C'est ce qui va faire la différence demain. Il y en a même qui disent, c'est un peu exagéré, que c'est un capital plus important que l'être humain. Le fait de disposer de données, d'être capable de les interpréter à temps, c'est ce qui va permettre aux entreprises de survivre et de progresser. Et ça, il faut lui donner plus d'importance pour pouvoir analyser les signaux externes, pour pouvoir être agile et pour pouvoir répondre à des événements comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. J'ai parlé des méthodes de suivi des équipes. Et puis tout va changer, même l'éducation. On l'a vu comment nos enfants aujourd'hui s'adaptent avec la télééducation, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai à dire comme réaction. Je profite du fait que Gérald, vous avez la parole parce que j'ai des témoignages qui confirment qu'effectivement Portnet a réussi un peu à cette transformation. Maintenant, j'ai une question, c'est de la part de Karim Faidi qui dit bonsoir, question à M. Benayoun. Quelles actions ont été mises en place pour accompagner les équipes, mais aussi l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire en interne, mais aussi tous vos partenaires de toute la chaîne logistique? Est-ce que vous avez été leader de cet accompagnement? Comment vous avez fait pour accompagner l'ensemble de votre écosystème? Comme j'ai dit, notre mission aujourd'hui, c'est de se baser sur les trois leviers, l'innovation, le digital et l'intelligence communautaire.
Et c'est ce qu'on a toujours dit, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre communauté qui est très riche, où il y a les autorités portuaires, où il y a les acteurs logistiques, il y a les administrations. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'attirer tout le monde et de travailler ensemble, de mobiliser l'intelligence communautaire pour qu'on puisse tous s'en sortir. Et c'est ce qu'on fait pour nos clients. J'ai dit, on organise des séminaires. Nos centres d'appel aujourd'hui ont étendu leurs horaires. Ils fonctionnent mieux qu'en période d'avant-crise. Ils ont tous étendu leurs horaires du fait que les gens ont gagné du temps, ils n'ont plus à se déplacer, donc ils travaillent plus d'heures de travail, bien entendu, avec plus de motivation. On arrive mieux à répondre à ces besoins de clients. On accompagne les clients avec les webinaires, avec les formations. On essaye de personnaliser notre accompagnement de nos clients. Et puis, il faut aussi être proactif par rapport à ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut improviser du jour au lendemain. C'est le résultat d'un processus qui a été mis en place, ça fait des années. On a anticipé, mais on savait pas qu'il y aurait le Covid-19, comme j'ai dit. Un choix difficile qu'on a fait au départ et qui nous a coûté beaucoup d'argent aussi, c'est de construire une entreprise qui soit déconnectée des locaux, qui peut fonctionner partout, qui est détachée de ces locaux. C'est ce qui nous a aidé énormément aujourd'hui, une infrastructure qui est très résiliente. On a mis la sécurité informatique qu'il faut. Tout le monde est équipé chez nous. En tout cas, aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas d'ordinateur fixe. Tous les agents ont des ordinateurs portables. Tout le monde a son WebEx personnel. Donc, on utilise par hasard la même solution. Tout le monde a son compte personnel, n'importe quel employé de l'entreprise. C'est des choses qui nous ont coûté de l'argent, mais qui nous ont permis justement de rebondir très rapidement face à cette crise. Donc, la gestion des coûts doit se faire vraiment dans sa globalité. Ce n'est pas une gestion très courte. On dit, ça me coûte aujourd'hui. Il faut voir ce qui va me coûter à l'entreprise, mais dans la durée. Parce que tout peut s'écrouler pendant un moment. Alors, j'ai une question. Alors, cette fois-ci, elle est pour Yassine et McKinsey. C'est Yasser Svaï qui dit, peut-on considérer… Non, non, c'est pas celle-là. Pardon, désolé. Alors, Youssef Jaya qui dit, une question donc pour McKinsey et M. Scott. Vous avez parlé de BPO. Vous avez dit qu'il va y avoir peut-être du transfert de business process. En fait, pour ceux parce qu'il y a eu des questions sur le BPO. Qu'est-ce que c'est? BPO, c'est Business Process Outsourcing. Donc, c'est le traitement de processus qui d'habitude se déroulait ailleurs. Et puis, on peut, en tant que pays externe ou en tant qu'opérateur externe, les traiter en outsourcing. Ils disent, est-ce que miser sur le BPO aujourd'hui peut être utile, sachant que, par exemple, dans la relation client, on voit aussi venir tout ce qui est automatisation des process, tout ce qui est chatbot et compagnie. Donc, est-ce que ce BPO ne risque pas d'être mis en danger par ce type de technologie? Moi, si je peux me permettre, je pense au contraire qu'il faut miser sur le BPO parce que justement, il y a aujourd'hui une automatisation de la partie centre d'appel, réponse automatique et vente. Le BPO, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement je pense qu'il a été fait, Flowshoring est super ces dernières années, mais la question, c'est comment est-ce qu'on monte d'un cran en termes de valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a certaines fonctions de l'entreprise que l'on peut externaliser au Maroc? Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, on peut traiter de la comptabilité à distance, on peut traiter des fonctions RH à distance, on peut traiter des questions sur les formations, on peut traiter des fois des process même métiers. Je parle pour la partie banque, la partie gestion des crédits, la partie gestion des risques pour les assurances. Donc, il y a un certain nombre. Et le jour où le Maroc réussira à proposer à certains partenaires en Europe une externalisation de services à plus haute valeur ajoutée, pour moi, ça sera un vrai boom de l'emploi à plus haute valeur ajoutée pour le Maroc. Des salaires qui sont de meilleure valeur. On va aussi créer une vraie expertise ici. C'est la fameuse, on va dire, c'est le fameux souhait de dire comment est-ce qu'on arrête de faire de la sous-traitance à faible valeur ajoutée pour passer d'un niveau au-dessus. Ben, c'est la même chose au niveau de l'offshoring. Et je pense que justement, et c'est ce qu'a fait la Chine en fait les 20 dernières années. Elle a commencé par des services, ou en tout cas des productions de petites pièces à faible coût, à qualité moyenne, et de plus en plus, elle est montée en gamme. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui qu'elle soit le leader qu'elle représente. Là, ce qu'on espère, c'est que
que le Maroc va un peu suivre le même chemin. C'est-à-dire, on a commencé aujourd'hui, c'est bien sur la partie offshoring, mais de se dire comment est-ce que l'on peut aller sur des métiers où il y a un vrai besoin humain qui est difficilement automatisable, justement. Et ça, je pense, ça représente une vraie opportunité d'emploi à plus haute valeur, du coup, au Maroc. Alors, j'ai une question multiple, en fait, qui a été posée, mais qui concerne plusieurs dimensions. C'est d'abord Aziz Knina qui dit comment faire pour maintenir justement cette transformation dans le temps, parce qu'on a dit que c'est un chemin qui s'est accéléré, puis comment justement maintenir cette cadence. D'un autre côté, j'ai Taïb Debar qui nous rappelle, c'est Taïb, on te salue, qui nous rappelle que la loi 2720, en fait, elle ne considère la visioconf et la digitalisation qu'on est en train d'observer peut-être du côté de l'administration que pour la période du confinement. C'est-à-dire que c'est peut-être prévu qu'il y ait un retour en arrière. Est-ce que ce retour en arrière est logique ou comme a dit Sigelel, peut-être qu'une fois qu'on y a goûté, on ne veut plus revenir à l'ancienne version du monde. If it's okay for you, Salah, I would love to ask this question to Shweta and Christian. So, Shweta, here is the question. The question is, how can we make sure that this trend is sustainable after the crisis? And the second question was on the regulatory part. So the first one is, we see great things happening now. Should we expect a kind of decrease or back to previous habits after the crisis? And if no, what do we need to do to maintain them? And the other question is, we have seen indeed some changes in terms of regulatory changes, as you said, in Egypt. Is there a hope that these changes will happen over time? Okay, so I'll try to answer. Christian, feel free to chime in. I think my take on the behavior is, let's be honest, I think it's the consumer who drives the behavior overall. So I do expect that because of the COVID, I think it's not a few weeks, right? This whole thing is ongoing for a few months. And by the time we come out of it, it would be a good, let's say, chunk of time. And I think during this, our consumer behavior would change. I think we should also sort of, take a little bit of a reflection to see how that becomes the new norm. So, for example, and I think Yassine and Christian would not like what I'm going to say. In McKinsey, like we used to travel so much, always be on a plane and always, in different time zones supporting our clients. For me, I think the biggest learning personally has been that you can still support and offer exceptional client service without traveling. So I think now I expect after this crisis, I think we would also move to, slightly reduce travel or, whatever is necessary, because the reality is, we have actually gained, for example, so many amount of extra hours to support different clients in different time zones, which let's say maybe would have not happened if, this was a normal time. So this is just my own, let's say, example. And then I think talking about the organizations, I do think that I think it's very important to monitor your customer behavior now, because going back to the old times would not be an option because your consumer habits would have changed. I think like consumers would expect to get service in a different way, right? Because now what's happening, if I look at some of the banks, they are actually offering real-time service on WhatsApp channel. This wasn't possible until a few weeks ago. So now I think if I'm a customer, I would naturally wonder, why do I need to spend time in traffic going to the branch, to get customer service? So fundamentally, because my behavior has changed, then I would expect, let's say, the bank to give me the same level of service, what has happened during, let's say, this time. So that's kind of, my sentiment, at least on the habits itself. And then I think on the regulatory questions, it's interesting because like I've had a few meetings with the regulator in Egypt. No decision has been made so far, but at least there is a very strong positive appetite to at least understand and think about how do we shift the needle in making this happen if we had to. So I think for me, it was even fascinating. I would have never imagined to get, let's say, 4 key regulators on a video conference in a Zoom setting
if this was a non-COVID world, right? Because first of all, to get meetings with the regulator takes weeks and months. And then I think on top of that, getting a meeting over Zoom or video conference in a matter of days, I think very inspiring. Then I think by the time we were ending the meeting, it was one of them who actually said it. They said, we don't want to wait for 3 more weeks to have a second follow-up sessions. These are our concerns. If you guys can come back with a mitigation plan or like as to how to address these 5 points, we would be very open in relaxing the regulation. And they asked for a meeting in the next 1 week rather than, let's say, like weeks or months, which would have happened in the previous world. So for me, I don't know. I don't have an answer. How much time would it take to move the needle on the regulator? But what we are witnessing in some geographies, I think, has been super positive overall. Christian, what have you seen in your part of the world? Predicting the future is always a bit tricky, but I think there's some clear observations if you look to China and maybe Italy, who might be in some areas more affected in coming out of this exercise at this point. In China, you see the trend has been accelerated. So they've been the leaders in ecosystem play. If you look at Penang, Tencent, Alibaba, and the others of the world, what you now see in China is that this is accelerating across industries. If I take an example from Singapore, also with relatively well handling and now back to lockdown as well, but DBS was one of the first to offer a cross-functional service. They basically said, look, we offer free insurance for you if you just provide us the services. And if you get affected by COVID the next 4 or 5 weeks, we're going to do some payments, like a salary substitution if you're affected. And this is just one example of where you see that companies are now looking beyond the individual industry and starting to offer services across. I have absolutely no indication of why that should actually go down or be reverted, because this is something, once you open that box and you see the benefits of it, it's very logical to go back. So, and to quote Tom Friedman, we had him as the famous journalist from the US in one of the CEO sessions last week. He basically said any crisis, especially one of these pandemics, is just accelerating everything that has been there before. And digitization has been there for the last years. And I think this is basically just adding oil on top of the fire. And Thank you for your... Yeah, Cicela, I actually liked what you said in the beginning. You said the COVID is the real CDO. I think I really liked that statement, what you said in the beginning. So we have another question, which is more about infrastructure, because one of the, I would say, COVID fears was that the sanitarian medical infrastructures will be in difficulty. But before it's become difficulty in the medical infrastructure, we noticed difficulties in the telco infrastructures. Is it the same everywhere in Africa, I would say, or in Middle East? Because as you know, in Europe, European governments ask Netflix to slow down the video quality because it was eating a lot of the networks. I would say that the coronavirus shows us a lot of limits of our infrastructures. We noticed also limits in WebEx today because we didn't have the real population we were expecting. But how do we deal with that? Can we expect infrastructures to grow up to be more performant or something like that? How can we imagine future infrastructures? Happy to take a crack and then please extend. Look, I think we need to dig one dig deeper, right? If you look at what has actually caused the constraints on our infrastructure was less the Zoom calls and everything. I think the total volume of those, have to check the figures, in the low 2 digits. What was really driving the effort now is that you have increased everything at the same time, right? Homeschooling was an issue because people wouldn't go to school. You have a lot more people at home now, basically consuming video.
And if I'm not mistaken, video is above 50% of the total internet usage if you now increase it to that kind of level. So that's also why the regulators were worried about, at least in Europe, you didn't run into the constraints yet, but you were seeing that if the consumptions of 4K videos, which has multiple gigabyte of data for one movie, continue to be streamed our network, that's basically a distributed denial of service on our core infrastructure. So I agree with you. The question is then, where will we go next, right? And you have fiber and 5G development. So you see the infrastructure is increasing drastically also in terms of capacity. And if you think self-driving cars and other stuff that might happen along the road, you will need more capacity and lower latency. However, if you go back to the business context of how we collaborate, I think the infrastructure is already there in most countries. Even in Africa, you have a relatively well-developed, well, now we need to be separating by countries, don't get me wrong, but at least the 3G, 4G, and especially now the extension to 5G would be sufficient infrastructure to conduct most of our businesses. The main challenge is how do you then add some kind of prioritization in your network, right? So that you then actually lower the streaming services so that they get deprioritized, and you might have to go down to a lower level of how you stream your services, but you would still be in a relatively comfortable situation to do voice or video calls. Love to get the view from the group on this one. Yeah? Sure. Thank you, Christian. Moi, je note une des principales remarques de Christian, c'était de dire oui, Netflix, mais à vrai dire, quand on regarde, et on a regardé ça, les types d'usages, ils ont tous, d'une manière simultanée, cru. La partie école, les Zoom, les Netflix, les envois de fichiers, tout ça a cru en même temps. J'aimerais juste, j'ai eu la chance, j'ai l'opportunité d'échanger avec quelques opérateurs télécoms au Maroc ces dernières semaines. Est-ce que vous savez de combien le niveau de demande a cru au cours de ces 3 dernières semaines? On parle de plus 50%. Ça veut dire du jour au lendemain, leur infrastructure et BTS a du jour au lendemain supporté 50% de trafic en plus. Pour être honnête, moi j'estime que c'est déjà un joli exploit, un joli miracle que ça a tenu. Maintenant, je partage 100% ce qui a été dit, c'est que ça a montré aussi les limites de notre infrastructure télécom parce qu'on voit que ça n'y est pas, dire que des fois ça coupe. Donc, 2 ou 3 pistes de réflexion, si je peux me permettre. La première, c'est clairement le renforcement de la fibre au Maroc. Je pense qu'on est aujourd'hui encore sur des niveaux qui restent extrêmement faibles, malheureusement. Les offres, à vrai dire, des acteurs restent encore chères, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de clients, ce qui fait que ce n'est pas rentable pour eux. Donc, c'est dans un cercle vicieux, malheureusement, de l'usage de la fibre, qui peut aussi beaucoup soulager les réseaux 4G. Mais donc ça, je pense, c'est un des premiers points. Le deuxième sur lequel on pourrait espérer qu'il y ait une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de la 5G. Parce que justement, une des vertus de ce que devrait faire la 5G, c'est qu'elle devrait massivement augmenter les débits au niveau du Maroc, enfin, au niveau des usages, beaucoup plus effectivement pour le B2B que le B2C, mais elle est amenée à faire une révolution. Maintenant, malheureusement, la NRT n'a pas encore communiqué sur la date de sortie. Je pense que c'est parti pour 2-3 ans. C'est parti aussi pour des investissements qui vont être massifs. Est-ce que les opérateurs télécoms vont avoir les ressources financières pour le faire? Est-ce qu'il faut penser à un opérateur d'infrastructure? Ce sont toutes là des questions qu'il va falloir se poser. Mais par contre, vous avez raison, ce qui est sûr, c'est que ça a jeté, en tout cas, ça a mis le projecteur sur, on va dire, les conditions moyennes de l'infrastructure télécom qui gagnerait beaucoup à être renforcée. Et je pense là, il faut voir comment on trouve les fonds pour pouvoir accélérer. Alors, une dernière question, mais plutôt générale, celle-là. On pensait avant le Covid que la transformation digitale, c'était la chasse gardée de certaines organisations exponentielles. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que ça commence par la TPME jusqu'au grand groupe, jusqu'au multinational. Est-ce que finalement, ce n'est pas, c'est ma première question du début, mais agrémentée avec ce que viennent de dire nos participants. Est-ce que finalement, ce n'est pas le Covid n'est pas le bon partenaire qu'on attendait pour cette transformation digitale? À tous les niveaux, grand groupe, oui. petite, association. Oui.
Non, je pense clair, ça va. Je pense qu'on a discuté la dernière heure et demie, et je pense que ça va, à notre avis, s'accompagner d'une vraie accélération et que ça va profiter à tout le monde. Maintenant, malheureusement, si on regarde spécifiquement au Maroc et en lisant les questions là à l'instant, je pense qu'il y a certaines qui abordent ce point. La question est est-ce qu'on est égaux devant la transfo digitale? Et malheureusement, la réponse est non. Si quelques grandes institutions vont pouvoir y aller, vont avoir les fonds, je pense qu'il y a une vraie question de dire comment est-ce qu'on fait pour accompagner les PME, les TPE. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Le Maroc qui a une vocation, une volonté de se développer économiquement, de sortir des industries classiques d'immobilier, d'avoir un vrai tissu productif, d'aller vers les nouvelles, ne peut pas le faire sans le cœur de son économie qui est les PME. Mais l'Ismaïli Oulia, je me permets d'être honnête sur ça. Si l'on veut, j'aime bien, si l'on veut avancer, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrête de se jeter la faute sur les autres. Si les PME veulent avancer, il y a aujourd'hui des solutions à bas coût. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont proposés typiquement par Maroc PME qui aident à faire une première étape. Mais et je trouve malheureusement que souvent les PME ou ne sont pas au courant ou ne font peut-être pas assez d'efforts dans ce sens-là. Je pense oui, bien sûr, l'État doit faire plus, mais je pense que c'est aussi aux PME de faire de l'effort. Je vous donne quelques exemples. J'ai échangé la semaine dernière avec une petite PME qui fait 9 millions de dirhams, donc c'est vraiment une petite entreprise marocaine, qui se plaint depuis un petit moment du fait qu'il y a comment digitaliser quand on n'a pas les moyens pour. Ben, l'État, par exemple, a un programme qui s'appelle Moussanada 2.0 qui permet d'acquérir quelques outils basiques pour aider l'entreprise à simplement transformer ses process d'achat, RH, même opérationnel, d'avoir une comptabilité claire. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition, qui ne coûtent pas cher. Ce n'est pas une question de moyens. Je suis désolé, ce n'est pas une question que de moyens. Avec peu de budget, on peut faire de belles choses. Mais c'est une question aussi d'avoir de la ténacité, de vouloir y aller et aussi d'être clair sur qu'est-ce que je cherche. Avant de se lancer à tout va sur le digital pour les PME, il y a une question de se dire mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux vraiment digitaliser? Et en ciblant les vrais usages, on peut faire des choses intéressantes avec peu de moyens. Et je pense que ce sera mon mot de la fin, si je peux me permettre, c'est ça là, c'est de dire je pense qu'effectivement, malgré le contexte difficile, c'est une incroyable opportunité. Je pense que l'idée chouette, c'est que c'est pas simplement conjoncturel, dire c'est pas oui, les personnes ont fait le digital pendant 2 mois, à la fin ils vont revenir. Nous on pense que ça va s'inscrire profondément et structurellement au niveau des habitudes des consommateurs, à condition que nous, directeurs SI, directeurs digitaux, on joue le jeu. Ça veut dire à nous, après cette phase, d'accélérer. On a fait la démonstration que c'était possible, il ne faut pas relâcher l'effort. Il faut accélérer nos transformations, améliorer nos services, arrêter de voir des blocages. Ce qui a été fait sur Portnet est remarquable, le niveau d'adoption, comment il a explosé. C'est à nous de pouvoir le faire. Et pour être honnête, de mettre aussi la pression au niveau des régulateurs. Moi, je ne savais pas que la loi qui a été promulguée dernièrement disait que c'est juste temporaire. Je trouve que c'est dommage. À nous aussi de mettre la pression, de dire écoutez, ça a été possible 2 mois, maintenons-le, puisque regardez, ça a marché, il n'y a rien qui s'est effondré. Continuons. Et je pense que c'est à nous aussi de jouer le jeu, ça doit être à double sens. Voilà je pense il y a aussi, en fait, quelque chose qui a changé. Mis à part la technologie, je vais parler de confiance. Parce qu'il y a effectivement cette histoire de confiance vis-à-vis de la technologie, mais je peux vous donner un exemple très simple. L'administration marocaine n'a jamais fait confiance aux citoyens, sauf vérification a priori. C'est-à-dire, quand on fait une déclaration, l'État ou toute administration doit vérifier la véracité des informations. Ensuite, il y a action. Vous avez vu avec le déblocage du fonds pour les personnes en CNSS et hors CNSS, etc., c'est qu'il y a eu déblocage avant vérification, c'est-à-dire qu'on a fait confiance à des gens sur leur simple déclaration personnelle. Et donc, c'est déjà un gain, c'est-à-dire avant même d'arriver à la technologie qui va résoudre des choses, mais déjà, faisons-nous confiance entre nous dans cet écosystème, et puis les choses iront
de mieux en mieux. Moi, je vois aujourd'hui les régies d'eau et d'électricité font confiance au consommateur en lui disant, va toi-même collecter les chiffres, ton indice de consommation. Et donc, il y a une confiance qui va s'installer pendant si c'est, je dirais, ma lecture, indépendamment de la technologie, il y a une confiance d'humain à humain qui va s'installer durablement, celle-là, pendant la crise, et en espérant qu'elle continue par la suite. Le mot de la fin pour Jalal Ben Hayoun, en 15 secondes, 20 secondes, qu'est-ce qu'on va retenir de cette crise et qu'est-ce qu'on va devoir retenir pour construire un futur meilleur? Oui, en tout cas, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yacine. Moi, je pense que voilà, beaucoup de choses vont changer, mais pas pour tout le monde, hein. Comme il faut pas se leurrer. Il y aura des gens qui vont profiter. Il y a des entreprises qui vont bien profiter de ce qui se passe aujourd'hui et qui vont maintenir les caps, mais il y a des gens qui seront en retard, qui vont pas monter le train. Euh, Quand on parle de mécanismes de soutien pour la digitalisation, il y en a beaucoup et ça, je le rejoins absolument. Il y a Maroc PME, mais il y a aussi, moi, que je connais plusieurs, PME Logis de l'AMDL qui permet à toutes les entreprises qui font de l'import-export de se doter des outils technologiques aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a pas uniquement l'acquisition, il y a des outils dans le cloud qu'on peut utiliser et qui sont facturés à l'utilisation. Donc, ça va pas être de la même vitesse pour tout le monde, mais il y en a qui vont bien en profiter en tout cas. Et je ne crois pas que ça va être temporaire pour l'administration. Moi, c'est mon avis personnel, j'anticipe là-dessus. Tout simplement parce que c'est drivé par les clients et comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité de service, la perception de la qualité de service est irréversible. Les clients ne vont jamais accepter à ce que le service soit dégradé après. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Shweta, Christian, do you have last words I would say, what are the things that we should keep after this crisis, the COVID crisis? Yeah. So I think my takeaway would be I think I touched a few things when we were speaking. One, the ability to advocate the usage of the digital channels. I think people were using digital channels until a few weeks ago, but now it has become sort of the normal, right? So continue to advocate the use of the digital channels. Then the second thing would be, I think, realizing the power of cross-functional leadership in your own organizations. I think it's super important because all these roles are very interconnected and quite dependent on each other. And then third is over-indexing on communication, both within your employees and also customers, so that you understand and continue to understand your customers even in the future. So that would be, I think, my 3 cents. Thank you, Shweta. Christian, takeaways? After Shweta, it's hard to come with good points, but let's take the 3, for me, key takeaways is continue to challenge your beliefs. Because everyone said this is completely impossible. Why does it need a pandemic with this humanitarian effect to actually realize that we can change the way we work and we can get to a much better place, right? In terms of digitization, in terms of working from home. Second, I think that will separate everyone even further now is the relentless focus on the customer. What Jeff Bezos made successful with Amazon, I think is now becoming the new norm, right? The more you focus on your customer, the better you can be. And the third one, a bit more practical, is everything around if we imagine we can work in a somewhat remote context and keep the lessons learned, that allows you to access talent in a fashion that hasn't been there before, right? The reason why the SAPs and the large software companies of the world have so many different locations is to tap into the talent pools of the world. If remote working remains a possibility, that becomes available for everyone. Thank you very much for these very wise words. Thank you very much to have been with us until late. I know that it's already late in your countries. Je remercie tout le monde d'être resté avec nous assez tard parce que on a des gens d'autres pays où il est déjà la nuit, hein, chez nous déjà aussi. On est 150. Hein, je remercie aussi les 150 participants à être restés jusqu'au bout, au bout du bout.
Je remercie tous mes participants, d'où qu'ils soient, McKinsey, Portnet et Jalal Ben Hayoun, McKinsey. Many thanks to Christian, Shweta, Yassine and Uthman qui doit être quelque part dans le système. On ne le voit pas, mais il est là. Nihal et Mohamed Amir Kodad qui ont travaillé depuis plusieurs jours pour que ce webinaire puisse aboutir. C'était un excellent débat. Je vous promets d'autres excellents débats avec l'équipe. Voilà, on voit les gens qui commencent à se manifester, qui allument leur caméra. Restez connectés. Ramadan va venir dans quelques jours. Donc, Ramadan Mubarak Saïd à tout le monde. Happy Ramadan for everybody. Attendez l'Ozim aussi pendant le Ramadan. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Ça rajoute un petit point. Merci. On sera Bye ravis bye. de partager quelques documents aux participants. On vous les enverra par email, ça vous va. Très bien. Dès que le replay est prêt, on communiquera par la suite à nos mailing lists avec l'ensemble des documents. Très bien. Good night, everybody. Bonne nuit à tous. Bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.